Australie, janvier 2019. Une jeune femme est sournoisement attaquée dans la rue alors qu'elle rentrait tranquillement chez elle. Cette agression vient s'ajouter à une longue liste d'agressions qui secouent le pays tout entier. Alors une question se pose. Les femmes sont-elles en danger en Australie? Aujourd'hui, la triste histoire d'Aya Massaroué. Nous publions régulièrement de nouvelles vidéos, alors abonnez-vous. Aya est née en 1997 à Baga al-Gharbiyya. C'est une Israélienne d'origine palestinienne. Elle étudie à Shanghai et a pour objectif de rejoindre l'entreprise de son père en Chine. Et alors qu'elle étudie le chinois et le commerce à Shanghai, elle décide de perfectionner son anglais et de partir en Australie dans le cadre d'un programme d'échange d'étudiants. La voici donc à Melbourne pour 1 an. L'occasion pour la jeune femme de découvrir une nouvelle culture et de se faire de nouveaux amis. Le rêve pour n'importe quelle jeune fille. Et alors qu'elle a emménagé depuis quelques semaines, tout se passe merveilleusement bien pour elle. Elle partage des photos de son quotidien sur les réseaux, a régulièrement sa famille et ses proches au téléphone, et le 15 janvier 2019, elle part avec des amis assister à un spectacle dans un club de comédie à North Melbourne. Le spectacle se termine un peu avant minuit. La jeune femme quitte alors le club en direction du tramway afin de rentrer chez elle. La voici filmée par des vidéos de caméra science alors qu'elle se dirige au tramway. Elle monte, fait quelques stations puis descend à sa station dans le quartier de Bundoora. Il ne lui reste que quelques mètres à faire pour rentrer chez elle. Elle décide à ce moment d'appeler sa sœur Ruba en FaceTime. Et à peine ont-elles le temps de se dire bonjour et Aya de lui parler du spectacle que la conversation s'interrompt brutalement. Ruba entend Aya hurler en arabe. Espèce de merdeux. Puis des hurlements. Ruba pense, vu le bruit, que le téléphone de sa sœur vient de tomber par terre et elle entend 4 coups secs. Des bruits sourds. Elle essayera de recontacter sa sœur, mais en vain. Et malheureusement, le lendemain, à 7 heures du matin, le corps d'Aya est retrouvé par un passant caché dans des arbustes près du parking d'un centre commercial. La jeune femme de 22 ans est morte. Elle a été violée, alors forcément, il semble que le mobile du meurtre soit sexuel. Mais ce n'est pas tout. La malheureuse a aussi été brûlée et les médecins légistes sont incapables de dire si elle était encore en vie ou non au moment où son corps a pris feu. 100 mètres plus loin, les enquêteurs trouvent des vêtements d'homme tachés de sang. Il s'agit d'une casquette et d'un t-shirt, probablement ceux du tueur, se disent-ils. Les médecins légistes estiment que l'heure de la mort remonte à quelques heures seulement, le 16 janvier aux alentours de minuit. Elle souffre de multiples blessures, notamment à la tête, et elle a même le cou complètement brisé. La nouvelle fait aussitôt la une des journaux et Ruba, qui a prévenu son autre sœur, entre-temps, une certaine Nour, eh bien, elles sont inquiètes. Elles ont bien essayé d'appeler la police, mais le corps n'avait pas encore été retrouvé à ce moment, alors il n'y avait rien à signaler. Et depuis cet appel, eh bien, impossible de joindre Aya. Et alors que Nour regarde un bulletin d'information israélien, elle entend une nouvelle qui va lui glacer le sang. Le corps d'une jeune femme non identifiée a été retrouvé dans les rues de Melbourne. Elle en informe immédiatement Ruba et elle prie pour que ce ne soit pas leur sœur. Mais quand elle voit les images des chaussures et du portable de la victime, elles comprennent tout de suite. C'est Aya. Et elle est morte. La peine est immense pour la famille, mais pas que. Les Australiens sont aussi sous le choc. Encore une attaque brutale et cruelle envers une femme. Quand est-ce que cette barbarie va cesser? C'est une véritable vague de colère qui s'abat sur le pays, car le meurtre d'Aya
a lieu à la suite de plusieurs autres meurtres de femmes à Melbourne, qui avaient déjà d'ailleurs profondément choqué les Australiens, comme le meurtre, par exemple, de cette actrice Eurydice Dixon à Melbourne en juin 2018. Son corps avait été retrouvé dans un terrain de football quelques heures après qu'elle ait donné un concert dans un bar, alors qu'elle rentrait elle aussi tranquillement chez elle. Elle avait même d'ailleurs envoyé un texto à une amie lui disant qu'elle était bientôt arrivée chez elle. Il était 22h30 quand elle a été attaquée. Et bien entendu, elle aussi a été violée. Son meurtrier, pour la petite histoire, sera retrouvé quelque temps plus tard. C'est un jeune homme de 19 ans qui stalkait la jeune femme depuis plus d'une année et qui avait des fantasmes de viol et de meurtre. Mais ce n'est pas tout, puisque 2 mois avant la découverte du corps d'Aya, c'était au tour de Natalina Angok d'être tuée, cette fois dans le quartier chinois de Melbourne. Son corps avait été retrouvé au petit matin, à même le bitume. C'est cette fois son conjoint qui s'en était pris à elle. Et il y en a encore d'autres, des femmes de tuer. C'est comme si il était impossible d'enrayer ce phénomène de violence faite aux femmes, d'autant plus qu'habituellement, et statistiquement, les femmes sont tuées au sein même de leur domicile par un proche, et rarement on les retrouve mortes dans des espaces publics. S'agit-il d'une anomalie statistique ? Certains parlent carrément du droit de rentrer seul à pied, et la Commission australienne des droits de l'homme a déclaré que le pays avait un taux inquiétant de violence contre les femmes. Les Australiens descendent spontanément dans les rues, des manifestations de grande ampleur voient le jour, des veillées ont lieu un peu partout en Australie, et constater qu'en 2019, les femmes sont en danger le soir dans une ville comme Melbourne, c'est aberrant. Le Premier ministre en personne prend la parole, et en plus de condamner le meurtre, il condamne les attitudes sexistes et les violentes, et les violences faites aux femmes. Quant aux parents d'Aya, ils sont inconsolables. Ils sont arrivés en catastrophe en Australie, ils sont dans l'incompréhension la plus totale. Ils ont accepté que leur fille parte étudier 1 an à Melbourne parce qu'ils croyaient que cette ville était sûre pour une jeune femme seule. C'était la condition sine qua non, et c'est sur ce critère de sécurité qu'ils ont fait leur choix. Alors, vous l'aurez compris, l'enquête va bénéficier d'une attention médiatique considérable. Elle est sous haute tension, il est urgent de retrouver le ou les prédateurs avant qu'ils ne fassent d'autres victimes. Et la chance va sourire aux enquêteurs, puisque seulement 2 jours après, le 18 janvier, Cody Herman, un vagabond de 19 ans, rappeur à ses heures perdues, est arrêté à Pioneer Reserve, un parc de la banlieue de Greensboro. Et il passe aux aveux. C'est bien lui qui a tué Aya. Et il raconte. Il a repéré la jeune femme alors qu'il traînait dehors. Il l'a trouvée très jolie, alors comme la rue était déserte, il a décidé d'en profiter. Il est arrivé doucement par derrière alors qu'elle était en train de discuter au téléphone. Il l'a frappée à la tête avec une barre de fer. La jeune fille s'est alors mise à hurler. Il l'a frappée à nouveau, puis l'a traînée dans des buissons où il l'a violée avant de la tuer. L'attaque, le viol et le meurtre ont duré une 15aine de minutes. Et quand il a fini son affaire, il a de nouveau frappé Aya à la tête. Il admettra ne pas se souvenir du nombre de coups qu'il a infligés à la jeune femme. Ensuite, dans une tentative désespérée d'effacer toute trace ADN, il a aspergé le corps d'Aya à l'aide d'un spray WD-40 avant d'y mettre le feu. Et les policiers pensent qu'il n'y a pas eu de préméditation, qu'Aya n'a pas été suivie et que c'était une agression aussi sauvage qu'aléatoire. Le lendemain, et en toute logique, Cody est inculpé du viol et du meurtre d'Aya. Il comparaît devant le tribunal de Melbourne et est placé en détention provisoire dans l'attente de son procès.
Mais à peine 5 mois plus tard, c'est le corps d'une autre femme qui est retrouvé caché derrière un tronc d'arbre dans un parc de Melbourne. C'est celui de Courtney Aaron, 25 ans. Elle a été battue à mort, mais cette fois elle n'a pas été abusée sexuellement. Et à Melbourne, c'est encore le choc. Et une question se pose. Les femmes sont-elles en danger dans les rues de Melbourne? C'est la 6e en un an. La pauvre femme, en proie à des addictions et à des problèmes mentaux, était sans domicile fixe depuis peu. Il lui arrivait de squatter chez des amis, ça et là, de temps en temps, mais faute de mieux, parfois, elle dormait dehors. Son agresseur sera retrouvé, il était lui aussi en proie à des désordres mentaux, et quand il s'agit de folie, est bien difficile d'expliquer quoi que ce soit. Et c'est dans ce contexte délétère que le 29 octobre 2019 s'ouvre le procès de Cody Herman. Et le juge, Elizabeth Hollingworth, annonce la couleur. Elle interdit par le biais d'une ordonnance la publication des détails macabres du meurtre. C'est pour ça que nous ne connaissons pas les détails de l'agression et certains détails de l'enquête. Quoi qu'il en soit, Cody plaide coupable de toutes les accusations, sans compter qu'il se confond en excuses. Et l'objectif de son avocat est de lui éviter la prison à vie. Alors il essaye, tant bien que mal, de trouver des circonstances atténuantes en rappelant à la cour que son client souffre de troubles de la personnalité consécutifs à des traumas d'enfance. Effectivement, son parcours est chaotique. Et ça commence dès sa naissance. Il a été abandonné par sa mère, qui l'a confié à une proche, à qui on avait d'ailleurs enlevé ses propres enfants pour négligence. Alors, pas étonnant que 6 mois après, alors que Cody est un bébé de 6 mois, eh bien il est de retour à l'hôpital, le bébé à la gale. S'ensuivra une vie de errance sans réelle attache familiale, si ce n'est une sœur avec qui il est très proche. Le hasard fait que 2 ans avant le crime, eh bien sa sœur avait participé à un documentaire sur SBS TV sur les conditions de vie difficiles des enfants autochtones d'Australie. Elle parlait déjà de son frère et de leur environnement inadapté dans lequel ils avaient grandi. Cody, livré à lui-même depuis tout petit, ira de famille d'accueil en famille d'accueil, dont très souvent il s'enfuira. Voici d'ailleurs l'un des avis de recherche, le petit étant régulièrement enfui. Et dans cet environnement d'insécurité permanent, il développe des troubles de la personnalité. Il s'autoproclamera auteur, compositeur et rappeur et s'enfoncera toujours plus dans la drogue, jusqu'à en développer des psychoses, sans compter qu'à l'époque, il était sans abri, donc dans une grande précarité. Cody dira d'ailleurs au procès être infiniment plus heureux en prison qu'il ne l'était dehors. Un de ses anciens amis viendra témoigner. Il dira que 2 jours avant le meurtre, Cody lui avait raconté avoir eu 5 épisodes de psychose et avoir fait un rêve éveillé où il tuait quelqu'un. Écoute théâtre, alors qu'on apprend que le jeune homme traînait souvent dans le centre commercial à côté de chez Aya, on apprend qu'il s'était déjà introduit à 2 reprises dans l'immeuble d'Aya quelques semaines avant le meurtre. C'était le 3 et le 9 décembre. Il avait faussement affirmé avoir perdu ses clés, puis était revenu plusieurs jours plus tard et avait été aperçu debout sur l'herbe à l'extérieur du bâtiment. Mais tout le monde pense que c'est un hasard car jamais les deux ne se sont croisés. Cody passait juste ses journées à traîner dans le quartier. Ruba, la sœur d'Aya, également présente au procès, a déclaré, je cite, « Je ne peux imaginer l'horreur qu'elle a ressentie quand elle a vu le visage de Cody Herman. » Puis elle s'est retournée vers Cody et lui a dit, « Cody Herman, vous avez pris une vie, mais vous avez aussi brisé beaucoup de cœurs. » À l'issue d'un long procès, Cody Herman échappe de justesse à une peine de perpétuité. Mais le juge déclarera tout de même que l'état mental de l'accusé est une raison supplémentaire de le mettre
mettre hors d'état de nuire et ainsi de s'assurer que la société soit protégée de lui. Il est condamné à 36 ans de prison, dont 30 fermes, pour le viol et le meurtre d'Aya. La juge Elizabeth Hollingworth dira, je cite, « Les femmes devraient être libres de marcher seules dans les rues sans craindre d'être agressées par des étrangers. » Cody enverra une lettre aux parents d'Aya où il dira, je cite, « Je n'ai aucune excuse. Je m'excuse vraiment. Je prie pour vous et votre famille tous les jours avant de conclure. Ne cédez pas à la haine comme je l'ai fait. » Les parents d'Aya n'ont bien évidemment jamais donné suite. Le père Saïd a dit d'ailleurs en parlant d'Aya, et nous conclurons avec ça, tout le temps, elle souriait, elle était positive, elle était très très sensible. J'essaie de reprendre ma vie, une vie normale, mais ce n'est pas facile, car chaque endroit où je vais, chaque jeune fille que je vois me fait penser à Aya. Merci de nous avoir suivis, merci pour votre soutien, très bonne fête à vous, et je vous dis à très vite sur la chaîne.